Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mes chers collègues, nous poursuivons notre cycle d'audition des associations d'élus avec l'audition de l'Association des petites villes de France, dont nous avons le plaisir d'accueillir en téléconférence l'un de ses vice-présidents, M. Romain Collat, maire de Boussy-Saint-Antoine, dans l'Essonne. Je précise que cette audition fait l'objet d'une diffusion en visio et qu'elle sera disponible sur le site Internet du Sénat. Monsieur le Président, nous vous remercions chaleureusement de vous être rendu disponible pour nous éclairer sur la manière dont les petites villes de France perçoivent l'intercommunalité. Leur apporte-t-elle une réelle valeur ajoutée? Leur permet-elle de faire entendre leur voix ou, à l'inverse, les dilue-t-elle dans des ensembles trop grands et trop disparates? 10 ans après la loi NOTRe, pensez-vous que cette révolution a été digérée ou, au contraire, qu'il est temps de revenir dessus? Si tel était le cas, nous serions très intéressés de connaître vos propositions. Ces interrogations sont au cœur de la réflexion de notre mission d'information, créée à l'initiative du groupe RDSE et qui, je le précise, n'a pas pour objectif de remettre en cause le principe de l'intercommunalité, mais d'identifier les freins et blocages de toute nature qui entravent le bon fonctionnement de certaines structures intercommunales. En adoptant une démarche pragmatique au plus près des réalités de terrain, nous avons à cœur de trouver avec les élus, en particulier les maires et les présidents d'intercommunalités, des voies d'amélioration pour garantir le meilleur fonctionnement possible de notre démocratie locale, notamment en termes de gouvernance et de services rendus aux citoyens. Je cède sans plus tarder la parole à notre collègue, Madame la rapporteure, Maryse Carrère, pour qu'elle entre dans le vif du sujet. Vous avez la parole, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, merci pour votre disponibilité et d'avoir accepté de venir témoigner et apporter aussi votre expertise et votre vision de l'intercommunalité aujourd'hui, après quelques années d'installation des nouvelles intercommunalités suite à la loi NOTRe de 2015. Ce que nous souhaiterions avoir de votre part, c'est peut-être des questions en préambule, des questions plutôt générales sur votre perception aujourd'hui de l'intercommunalité, comment vous l'appréhendez, en fonction des spécificités aussi de vos communes, qui sont des petites communes. Est-ce que vous rencontrez aujourd'hui des difficultés ou aussi on peut noter des bonnes pratiques et des réussites dans ces intercommunalités nouvelle version? Voilà, nous faire remonter bien sûr les principales difficultés que vous pouvez rencontrer et comment se sentent les petites communes dans des intercommunalités des fois un petit peu importantes, comme l'a précisé notre président. Ensuite, nous aurons le loisir de parler de la carte intercommunale, savoir si aujourd'hui vous la pensez adaptée aux spécificités de votre territoire, si une révision est souhaitable. Si vous avez des exemples aussi de communes qui sont sorties d'intercommunalité pour aller dans d'autres intercommunalités, ou des fusions et des scissions d'interco, ça peut être intéressant pour nous. Puis nous aurons aussi le loisir de parler de la gouvernance avec, vous le savez, des conseils communautaires qui fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent moins bien. Selon les territoires aussi, on a beaucoup de disparités. Et nous aimerions identifier peut-être aussi des outils qui permettraient de fluidifier ces relations entre les communes membres et les intercommunalités. On pourra revenir aussi sur l'exercice des compétences intercommunales. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que la liste des compétences obligatoires est adaptée à l'exercice de l'intercommunalité? Est-ce que les différents dispositifs de transfert de compétences sont souvent utilisés par les communes et au sein des intercommunalités? Les délégations de compétences aussi, si elles sont fréquemment utilisées, est-ce que vous avez des exemples sur ces sujets-là? Et puis, on pourra parler en conclusion de la solidarité au sein des intercommunalités. Et si vous pouvez nous dire sur les mutualisations des services et des moyens au sein des intercommunalités, comment on peut appréhender et comment on peut évaluer
les économies ou la plus-value des services publics rendus à nos concitoyens et de façon identique aussi pour les investissements. Est-ce que vous avez le sentiment que les intercommunalités nouvelles formules sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus importantes en termes d'investissement, font beaucoup plus d'investissements que les précédentes intercommunalités à des plus petites échelles? Tout ça, c'est ce que l'on souhaiterait pouvoir étudier dans le cadre de cette mission d'information. Donc, je n'ai été que trop longue. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Juste un mot, si vous le permettez, avant un propos répondant à votre invitation qui sera très générale en préliminaire, et puis ensuite je pense qu'on tâchera d'être interactif parce que je vais avoir du mal à répondre d'un trait à l'ensemble des questions que vous avez posées. Un mot sur l'Association des petites villes de France, vous la connaissez. Pour rappel, c'est une association qui a déjà plusieurs décennies, qui a vocation à représenter, en complément des autres associations auxquelles adhèrent nos différentes communes, les spécificités des villes fédérant 2500 à 25 000 habitants. Donc à la fois des spécificités, mais une grande variété. Il y a 4000 communes que nous avons vocation à représenter et qui accueillent 40% de la population française, avec une diversité qui est, je crois, une richesse et qui va me permettre parfois d'apporter des réponses précises et parfois de vous dire qu'il y a de grandes différences d'un territoire à un autre, puisque nous avons parmi les adhérents de la PVF à la fois des villes de taille petites villes, mais qui sont en fait des villes de taille moyenne, qui sont des villes-centres, notamment dans le secteur rural, et puis des villes comme la mienne. Je suis maire d'une commune de l'Essonne de 8000 habitants, qui appartient à un ensemble aggloméré vaste, celui de la Grande Couronne. On est aux franges du cœur de l'agglomération parisienne, sans que véritablement il n'existe chez nous de ville-centre. Donc nous, vis-à-vis des sujets qui vous intéressent dans la mission d'information sur l'intercommunalité, je ne pourrais pas avoir de réponse monolithique, et c'est peut-être ce qui fera mon propos préliminaire. Monsieur le Président, vous commenciez, parmi vos premières interrogations, il y avait celle de savoir si les intercommunalités sont assises sur des périmètres pertinents ou bien sur des périmètres trop larges. Pardonnez-moi de ne pas être extrêmement tranché dans ma réponse. Je vais vous dire que ça dépend vraiment des endroits. Il y a des endroits où on a réussi à faire des schémas départementaux de coopération intercommunale qui ont permis l'émergence d'interco véritablement assises sur des bassins de vie extrêmement pertinentes. Il y a d'autres endroits où le trait n'est pas forcément passé au bon endroit, en tout cas du territoire vécu par les habitants et par les élus. Donc je pense qu'il est compliqué au regard de la diversité, c'est valable pour les petites villes comme pour les autres d'ailleurs, de notre territoire, de son histoire et de sa structuration, d'avoir une réponse tranchée à cette question-là. Moi, en préambule, ce que je crois utile de rappeler, c'est que si les textes qui se sont succédés ont d'abord été incitatifs et ensuite coercitifs sur le fait intercommunal, il laisse tout de même une très large part, une très grande marge de manœuvre en vérité, aux élus locaux pour assumer un certain nombre de choix ou au contraire pour ne pas les assumer. Il y a des endroits où les élus ont été très proactifs pour la création de l'intercommunalité. Il y a des endroits où le choix qu'ils ont fait, c'est plutôt d'expliquer qu'ils le subissaient. Et donc, je pense qu'on ne peut pas déconnecter la question du fait intercommunal, de l'exercice des compétences et du fonctionnement des intercommunalités, de la capacité des élus locaux à forger des consensus et d'une certaine façon à assumer totalement ou partiellement leurs responsabilités. Disant cela, vous comprenez que la philosophie qui est la mienne, c'est plutôt de considérer qu'à partir du moment où des exigences sont posées par la loi, notre responsabilité, c'est plutôt de faire en sorte qu'elles s'appliquent le mieux possible
que de jouer l'irréductible village gaulois qui, envers et contre tout, finalement résiste à rien, puisque la loi s'impose, et c'est normal, et qui, in fine, n'assume pas sa responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle, aux questions que vous poserez, j'aurai toujours, encore une fois, cette double approche des remontées de terrain, tout en étant conscient que s'il y a des difficultés qui sont liées à l'organisation, qui sont liées au cadre légal et réglementaire, il y a bien souvent des difficultés dans le fonctionnement des intercommunalités qui tiennent aux élus eux-mêmes. Voilà, je pense qu'il faut jamais oublier cela. Voilà ce que je pouvais vous dire en préambule. Non, merci beaucoup. Pour commencer à rentrer un petit peu dans le sujet, et comme je l'ai sollicité tout à l'heure, est-ce que vous avez aujourd'hui des exemples de mouvements dans les intercommunalités avec des communes qui sortent pour entrer dans d'autres, pour faire des choix différents? Est-ce que vous avez connaissance de ça? Et s'il y en a peu, pourquoi pensez-vous qu'il y en a peu? Est-ce que c'est parce que vous pensez que la carte intercommunale est aboutie, donc elle correspond à ce qu'il faut et aux besoins des territoires, ou est-ce que c'est parce qu'à un certain moment il y a beaucoup de difficultés pour sortir d'une intercommunalité, ça entraîne vraiment pour la commune des études conséquentes, des implications fiscales aussi, donc est-ce que c'est un facteur aussi qui fait qu'il y a peu aujourd'hui de mouvements dans ces intercos? Alors, à ma connaissance, et je parle sous le contrôle d'Emma Chenilla, qui est la conseillère de la TVF qui suit ces sujets et qui est connectée avec nous. À ma connaissance, les mouvements sorties, entrées de communes à l'échelle des intercommunalités sont extrêmement rares. Et je n'ai pas, à date, le sentiment qu'on constate une accélération de ceci. Je suis incapable de le chiffrer, mais puisque je suis incapable de le chiffrer, j'ai tendance à penser que c'est totalement marginal. Pour différentes raisons. D'abord, parce qu'il y a des endroits où ça fonctionne bien. Et il faut qu'on s'en félicite. Deuxièmement, parce que, vous l'avez dit, Madame le rapporteur, les implications, à partir du moment où les intercommunautés sont montées en puissance, les implications de mouvement dans la carte intercommunale sont extrêmement complexes et parfois d'ampleur. Ça incite à une forme de stabilité. Et puis, pour rebondir sur les propos introductifs du président, c'est parce qu'en vérité, j'ai la conviction que nous sommes encore en train de digérer l'application des textes de 2015. Et que, alors en dehors de quelques endroits où manifestement ça se passe très très mal, il y a des erreurs sur les périmètres, et ça ne marchera jamais, il y a des velléités d'élus modifiées, en dehors de ces endroits qui restent quand même assez marginaux à mon sens, on est encore en train de digérer la création des intercommunalités, ce qui est à l'échelle politico-administrative, celles-ci sont très jeunes. Et il y a des endroits où on est encore en train de définir le projet de territoire, ou bien en déclinaison du projet de territoire, de définir l'intérêt communautaire. Donc mon sentiment, c'est que à moyen terme, personne n'appelle à un grand ping-pong de la carte intercommunale. Merci. Je propose à mes collègues qui sont présents et qui souhaitent intervenir de le faire. Donner la parole tout de suite à Madame la Présidente Cécile Cukierman. Bien, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Monsieur le maire, je me permets de vous poser une question. Vous êtes aujourd'hui, en tout cas, auditionné par nous-mêmes en tant que représentant de l'association des petites villes. Vous avez rappelé, compris l'hétérogénéité, entre guillemets, des 4000 que vous pourriez couvrir. Cependant, il me semble qu'il y a très certainement un fil conducteur commun à toutes, c'est leur place dans les intercommunalités post-loi NOTRe. Et j'ai envie de vous demander quand même, quelle est la place finalement de ces petites villes? Alors bien évidemment, plus elles vont être petites, plus la question se pose, parce que de fait,
vous l'évoquiez, mais on a un certain nombre de villes entre 15 et 20 000 habitants qui, en fait, sont les communes centres, y compris de l'intercommunalité, avec de nombreuses autres communes autour. Mais on a tous en tête dans nos départements des exemples d'intercommunalité avec, en ville-centre, voire parfois donc un président, une présidente plus rarement, de ville-centre d'une commune de plus de 50 000 habitants, une kyrielle plus ou moins importante de petites villes, avec parfois des anciens chefs-lieux de canton, toujours des chefs-lieux de canton, bref, cette diversité que vous avez évoquée, je n'y reviens pas, et encore une autre kyrielle de communes rurales et de villages. Et on sent bien parfois, alors d'abord les tensions entre ces différentes typologies de strates de collectivités, souvent un sentiment d'abandon, en tout cas des communes rurales, et donc une volonté compensatrice très forte des exécutifs intercommunaux à destination de ce que je vais qualifier des plus petites communes, mais bien évidemment cette expression ne s'entend qu'au regard démographique. Et donc j'ai envie de vous dire, vous êtes un peu entre les deux, vous savez, c'est comme l'enfant du milieu dans une famille, c'est-à-dire qu'on l'aime autant que les autres, mais ça n'a jamais été l'aîné, c'est jamais le dernier. Donc voilà, je voulais savoir s'il y a un peu de ressenti, peut-être qui ne s'appuie pas forcément que sur du fait concret, mais sans être non plus dans de l'hyper-subjectivité, mais voilà, un peu d'humanité dans les propos que vous nous avez décrits précédemment. Merci Madame la Présidente. Alors vous l'avez dit vous-même, selon qu'on ait une petite ville au sens de la PVF, ville-centre d'une communauté de communes, ou qu'on fait partie de cette kyrielle que vous évoquiez, évidemment le sentiment peut être différent. Ce qui est certain, c'est qu'un certain nombre de nos collègues, dans les ensembles kyrielles, si je peux m'exprimer ainsi que vous décriviez, vivent humainement, politiquement et du point de vue du déploiement des politiques publiques, ce sentiment d'abandon, d'exclusion et d'une certaine façon de dépossession. Ça, c'est certain. Je ne suis pas convaincu, en revanche, que ce vécu réel puisse être corrigé par des modifications réglementaires ou législatives. Et j'en reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure autour de la responsabilité politique. On peut espérer que dans ces endroits-là, à un moment, d'abord le fait intercommunal et le fléchage des conseillers communautaires peut y contribuer. Le fait intercommunal fasse partie intégrante des projets politiques qui sont présentés au suffrage des électeurs dans le cadre des renouvellements municipaux et intercommunaux, et que l'objet communauté de communes, communauté d'agglos, devienne un véritable objet politique, et que, de fait, les élus ou aspirants à élus à l'échelle d'un territoire puissent dégager, si ce n'est des majorités politiques, en tout cas des consensus autour d'un certain nombre de priorités politiques. On peut parler de péréquation, on peut parler d'aménagement, évidemment, mais en fait, ce dont je suis convaincu véritablement, c'est que c'est l'appropriation par les élus à toutes les échelles, hein, qu'on appartienne, qu'on soit, j'allais dire, la plus petite des communes d'une Comcom, ou bien la plus grande, une appropriation collective de l'enjeu intercommunal. Et encore une fois, on est dans des structures qui, pour l'essentiel, sont extrêmement jeunes, et je pense qu'on est encore dans cette phase de digestion. Et que les élus eux-mêmes ayant intégré le fait intercommunal, ils vont progressivement là où il y a des difficultés, alors sauf à ce qu'il y ait des désaccords politiques majeurs, hein, ça peut exister, mais ils vont progressivement inventer des méthodologies de fonctionnement et puis définir des orientations de politique publique qui vont progressivement lisser ce sentiment. En tout cas, c'est à espérer. Vous avez compris le fil conducteur de mon propos, alors je ne sais pas s'il manque d'humanité, en tout cas il est empreint de l'esprit de responsabilité, c'est que à la fin des fins, parce que je suis un décentralisateur né, il n'y a pas de décentralisation sans responsabilité. Donc à la fin des fins, c'est quand même les acteurs locaux
qui se sont vus confier un certain nombre de responsabilités, de les prendre pleinement en possession. Et moi, j'ai des exemples en tête alors, je n'ai pas de secteur particulier à vous donner, mais de discussions que j'ai pu avoir avec un certain nombre de collègues où, à un moment, la création des intercos, il y a eu des difficultés. Et puis, s'il y avait le sentiment pour un certain nombre de communes d'être exclues de la gouvernance ou des priorités politiques, il y a eu une capacité à un moment des élus qui partageaient le diagnostic et les problématiques au sein de l'intercommunauté à se fédérer et d'une certaine façon à faire de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire à amener progressivement l'exécutif de l'interco à prendre en compte leurs préoccupations et donc à faire bouger la ligne de l'intercommunalité. Je pense qu'on est vraiment dans un processus qui est encore en maturation. J'ai parfois tendance à avoir un peu d'excès dans certains de mes propos. N'en prenez pas offense, monsieur le maire. Non, soyez tranquille, pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je profite pour vous poser une. Vous avez évoqué dans vos propos liminaires le fait qu'il y a des intercos qui marchent plutôt bien et d'autres plutôt moins bien, en précisant que c'était parfois aussi des affaires humaines. Si d'aventure il faudrait modifier des périmètres, est-ce que vous êtes favorable à ce que, parce qu'il y avait deux acteurs majeurs au moment de la mise en œuvre de la loi NOTRe, il y avait le préfet et la CDCI. Est-ce que vous êtes favorable à ce que ces deux acteurs jouent les mêmes rôles que ceux qu'ils ont joués à cette époque-là? Je vous rappelle que la CDCI devait mobiliser une majorité des 2/3 pour contrer le choix du préfet. Je pense que si on considère que... alors là, je m'exprime à titre personnel parce que je ne crois pas qu'on ait eu ce débat à la PVF, mais si on considère que l'État représenté dans le département par le préfet et les élus sont des partenaires, il devrait être traité sur un pied d'égalité. Et que cette question de la majorité qualifiée des 2/3 n'est pas de nature à créer cette égalité. Merci. Je passe la parole à Ghislaine Senet, Madame la sénatrice. Merci. Bonjour. Moi, je m'interrogeais en fait quel ressenti ont les petites villes de France, et à la fois sur ce qui est maintenant assez commun, un pacte de gouvernance. Est-ce que voilà, la façon dont les pactes de gouvernance depuis le démarrage des intercos les satisfait? Est-ce qu'il y a des propositions que fait la PVF sur le sujet? Et j'ai la même question en parallèle sur le projet de territoire. Est-ce que vous avez des retours particuliers? Est-ce que voilà, les petites villes se sentent là aussi exclues, ou en tout cas en plus de difficultés à pouvoir participer à l'élaboration de ce type de projet? Voilà, si vous aviez quelques éclaircissements sur ces sujets. Alors, sur le diagnostic, je vais malheureusement vous faire la même réponse que précédemment. Il n'y a pas un sentiment des petites villes, puisque, encore une fois, il y a une grande diversité selon, à la fois de gouvernance, d'état d'esprit et j'allais dire, de maturité communautaire. Pour autant, ce qui paraît assez évident et qui est une revendication de la PVF, c'est qu'il faut poser des temps obligatoires au début d'un mandat intercommunal, donc au début d'un mandat municipal, des temps obligatoires de concertation sur les priorités politiques du mandat intercommunal. Donc, de mémoire, les pactes de gouvernance sont des possibilités offertes par la loi, mais il n'y a pas d'obligation, sauf à ce que ça a été introduit dans l'engagement de proximité. Je crois pas. Je crois que c'est une possibilité, mais pas une obligation. L'obligation pour un exécutif intercommunal de questionner collectivement le conseil communautaire et les maires sur la gouvernance de l'intercommunalité en début de mandat me paraîtrait de nature à créer les conditions d'un dialogue là où il n'existe pas, et la prise en compte de l'ensemble des voix, et favoriser le dégagement, s'il est possible, de consensus, enfin l'émergence, pardon, de consensus, dans le même temps qu'une révision, s'il existe, ou bien l'élaboration de grandes priorités du projet de territoire avec un débat et un vote en conseil communautaire au début du mandat,
me paraîtrait de nature, là aussi, à poser les choses dès le départ et à contribuer à l'émergence de cet esprit communautaire. Parce que, encore une fois, pardon d'insister beaucoup sur la responsabilité des uns et des autres, mais vous avez des élus qui se plaignent d'être ignorés par l'intercommunalité, sachant que l'ignorance dont ils se plaignent de l'intercommunalité est à la mesure de leur refus d'intégrer des logiques intercommunales. C'est pas vrai partout, mais l'expérience m'a appris que ça existe énormément. Et donc, poser des temps obligatoires, et pourtant je ne cours pas après les obligations qui pèsent sur les collectivités locales, hein. J'ai tendance à vouloir qu'on les allège, mais là, pour le coup, ce seraient des obligations utiles. Poser des temps obligatoires en début de mandat qui permettent de questionner collectivement la gouvernance et les priorités politiques nous paraissent être de bonnes politiques. Merci. On vient de vérifier, le pacte de gouvernance fait partie des possibilités. Ce n'est pas obligatoire. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Mais ce n'est pas obligatoire. Je cède la parole à notre collègue Jean-Marc Delia. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le maire. Effectivement, on est en train de faire un bilan sur les 10 années d'installation de cette loi NOTRe. Moi, j'avais une question très rapide. C'était savoir ce que vous pensez peut-être qu'on pourrait améliorer dans le cadre de l'organisation de ces intercos dans le cadre des champs de compétences. Est-ce que la possibilité, peut-être de bouger en termes de compétences sur certaines agglos ou communautés de communes, ça peut aider à donner cette souplesse, pouvoir peut-être partager des compétences entre l'agglo et une commune, ça peut être aussi un axe, et de savoir quelle est la vision des habitants par rapport à l'identification de l'interco quelquefois sur le terrain, puisque comme vous le disiez, si le maire ou l'élu, de la commune ne fait pas nécessairement le relais, il peut y avoir aussi un rejet des habitants par rapport à la communauté de communes ou à l'agglomération. Merci, monsieur le sénateur. Alors, pour ce qui concerne la dévolution des compétences, par principe, nous sommes favorables à tout ce qui permet à l'intelligence territoriale, lorsqu'elle existe, de se déployer. Donc, il y a des compétences obligatoires qui sont dévolues aux intercommunalités. Je ne pense pas qu'il soit utile, là aussi, puisqu'on est encore en phase de digestion, et pour des simples raisons d'efficacité de l'action publique, hein. Je ne pense pas qu'il soit utile de remettre immédiatement un chantier sur les compétences à l'œuvre. Par contre, qu'on favorise à chaque fois l'intelligence au-delà de l'obligatoire, l'intelligence dans l'application de l'obligatoire, étant entendu qu'il y a déjà de très grandes souplesses qui existent dans la définition de l'intérêt communautaire. La loi dispose que des compétences sont obligatoires pour les Comcom, pour les communes d'agglo, mais ensuite la façon dont ces compétences sont exercées sont tributaires de l'intérêt communautaire qui est défini librement par l'intercommunalité et par les communes, avec d'ailleurs des régimes de majorité qualifiée pour éviter que l'interco impose aux communes ou que l'inverse soit vrai. Et là, pour le coup, je suis favorable à ce que nous sommes favorables à ce que ces dispositifs perdurent, parce que ils permettent véritablement qu'on reste dans une logique d'intercommunalité, c'est-à-dire de fédération de communes. Et c'est pour ça que j'ai du mal d'ailleurs avec ceux qui pensent que l'intercommunalité est un échelon supplémentaire. Non, c'est un échelon de coopération, de mutualisation. Mais pour moi, ça doit rester alors pas des confédérations. J'ai un peu la même conception des intercos que celle que j'ai de l'Europe, quoi. Je suis un fédéraliste, mais dans le respect des États-nations. Donc, tout ce qui permet à l'intelligence territoriale, lorsqu'elle existe, de s'appliquer finement en s'adaptant dans l'exercice des compétences, dans le partage de compétences aux réalités locales me paraît souhaitable. Et c'est là aussi faire le pari de la décentralisation et le pari de la responsabilité des acteurs en place. Donc voilà ce que peut être notre sentiment, c'est de tout ce qui favorise la liberté d'action, d'intelligence territoriale doit être favorisé.
Voilà. Et en même temps, nous ne sommes vraiment pas demandeurs d'un nouveau chantier sur les compétences, parce qu'encore une fois, à bien des égards, celles-ci sont en train d'être digérées et intégrées par les intercos. Et je pense qu'on perdrait beaucoup de temps sur un certain nombre de sujets. D'ailleurs, je dois dire, et là je m'exprime à titre tout à fait personnel, mais le fait qu'on ait exigé, la loi est disposée du principe du transfert obligatoire de la compétence assainissement, puis qu'ensuite elle soit revenue dessus, je pense, n'a pas été très pertinente du point de vue de l'efficacité des politiques publiques. Moi, j'ai des témoignages d'élus intercommunaux, y compris en secteur rural, qui nous disent à quel point ils ont le sentiment d'avoir perdu du temps et dépensé de l'argent public pour rien, alors même qu'ils avaient commencé à élaborer une vision pertinente intercommunale sur la gestion de l'eau. C'est un titre personnel. Là, je m'exprime à titre personnel, mais chaque mouvement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on ait en tête quand même que derrière chaque dévolution de compétences ou prévision de dévolution de compétences, il y a pas mal de travail politique, au sens neuf du terme, du travail technique et d'argent dépensé, et que chaque mouvement ne nous amène pas vers plus de performance publique, quoi. Enfin, les va-et-vient. Merci. Question suivante par la collègue, la sénatrice Isabelle Briquet. Merci, Président. Donc, merci beaucoup pour vos éclairages. Et je vais continuer dans le droit fil de la question précédente sur les compétences. Sur l'exercice des compétences obligatoires, mais je parle juste en termes de ressenti. Parce que je fais partie d'une interco aussi qui a évolué entre communauté de communes, communauté d'agglo, qui est devenue communauté urbaine. Donc, vu tout le processus, je l'ai accompagné. Globalement, pour les compétences obligatoires, le ressenti des communes, notamment de votre interco, mais les remontées que vous pouvez avoir, c'est plutôt mieux maintenant ou c'était mieux avant, en ressenti global? Et parallèlement à ça, est-ce que les transferts de compétences se sont traduits par un transfert des moyens humains, comme normalement c'était la règle, dans de bonnes conditions, ou est-ce que ça a coincé? Est-ce que ça coince encore? Parce que normalement, ça aurait dû se traduire par des personnels devenus communautaires et moins de personnels communaux. Voilà. Et comment ça se passe? Enfin, je dis ça, mais en toute bonne foi, parce que chez moi, j'en avais gardé dans ma commune pour rendre service aux habitants. Donc, enfin voilà, pour quand même exercer à minima un rôle de conseil par rapport à une compétence transférée. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Alors, je ne pense pas que la généralisation du fait intercommunal ait été, pour dire les choses très clairement, une source majeure d'économie d'échelle. Pour les raisons que vous avez évoquées. Parce qu'on est aussi dans un processus de maturation. Mais en revanche, je nuance immédiatement mon propos sur les effets de point de vue de pure gestion du fait intercommunal. Il a permis l'émergence de ce fait intercommunal dans bien des territoires, une montée en compétences et une montée en capacité effective à exercer des politiques publiques. Si je prends mon exemple, mais il est corroboré par de nombreux échanges que j'ai avec des collègues à travers le pays au titre de mon mandat à la PVF. Il y a des sujets techniques de politique publique avec parfois des incidences budgétaires extrêmement lourdes que nous traitions singulièrement dans les petites communes du fait de la faiblesse de nos ingénieries à la marge. Là où les intercommunalités fonctionnent, elles ont pu monter en compétences là où les communes isolément étaient incapables de le faire. Et donc, s'il n'y a pas eu un immense mouvement, loin s'en faut, de réduction, enfin d'économie d'échelle et, pour dire les choses clairement, de réduction des personnels territoriaux, c'est pas le chemin qu'on a pris. Alors, il y a plein de raisons pour ça et il ne faudrait pas exclusivement incriminer
le fait intercommunal dans la croissance des effectifs des collectivités territoriales. Il y a eu objectivement, je le crois, une vraie montée en compétences sur des sujets qui autrefois relevaient des communes, mais sur lesquels elles manquaient à la fois d'ingénierie et de moyens. Et donc, à bien des égards, l'émergence du fait intercommunal, que ce soit en matière d'aménagement, que ce soit en matière d'énergie, en matière de gestion des déchets, là où ça fonctionne bien, a permis un progrès. Si, en revanche, je peux me permettre à date de dresser un constat, s'il y a sans doute des améliorations à apporter, c'est sur la prise en compte par des structures préexistantes à l'émergence du fait intercommunal, de ce fait intercommunal, qu'on a des progrès à accomplir. Je m'explique. Quand vous avez une interco qui a été créée sur des périmètres de syndicats de déchets, quand une interco est assise sur le périmètre de 2 syndicats de déchets, par exemple, aujourd'hui, créer une politique intercommunale où on traite, c'est sa vocation quand même, à égalité chaque citoyenne et chaque citoyen de l'agglomération sur les déchets. Si vous avez 2 opérateurs préexistants à l'intercommunalité, c'est quasi impossible. Et on manque d'énormément de souplesse pour raccrocher à des périmètres intercommunaux des opérateurs qui ont des périmètres qui sont partiellement dans l'intercommunalité ou supra-intercommunaux. Donc, je ne dis pas que c'est pertinent partout, mais j'ai en tête quelques exemples très concrets où, d'une certaine façon, on a dévolu, par exemple, la compétence déchets à une interco. Elle est dans l'incapacité véritablement d'avoir une politique publique en matière de déchets, de prévention des déchets, pour la simple et bonne raison qu'il y a 2 opérateurs historiques sur son territoire et qui n'ont pas la même gouvernance, qui n'ont parfois pas même d'ailleurs la même forme juridique, et qu'aucun de ces 2 opérateurs n'a intérêt à travailler avec l'autre parce que finalement il a toujours fonctionné comme ça, et que ça ne bougera pas. Et les règles actuelles font que si vous voulez sortir d'un syndicat à caractère industriel comme un syndicat de déchets par exemple, pour asseoir votre politique déchets sur une structure pertinente à l'échelle de votre bassin, ça peut se faire, hein, il y a des conditions légales pour ça, mais à des prix qui sont totalement exorbitants, il y a des conditions de sortie qui sont exorbitantes. Donc il y a peut-être s'il devait y avoir un travail sur la cartographie, qui est nécessairement long et compliqué, c'est peut-être sur la prise en compte par les structures infra- ou supra-intercommunales du fait intercommunal. Voilà. Parce qu'en vérité, bien souvent, selon la façon dont les territoires historiquement se sont organisés, on a des compétences qui sont dévolues à l'agglomération ou à la communauté de communes, qui sont déléguées, alors parfois pour le meilleur, hein, qui sont déléguées à des opérateurs, mais qui ont une certaine autonomie de vie par rapport à l'intercommunalité qui, elle, est censée exercer la compétence. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais... Question suivante, Monsieur David Marguerite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je reviens sur la question de l'intérêt communautaire, qui est pour moi une question essentielle. Vous en avez parlé et je vous remercie de la clarté de vos propos. Je partage largement ce que vous avez dit sur le fait que ça tourne quand on a des élus qui y croient aussi et qui sont imprégnés eux-mêmes de l'esprit communautaire. Néanmoins, vous avez parfois des élus qui sont très engagés, qui croient au territoire sur lequel leur intercommunalité a été fondée. Et pour autant, dans les instances communautaires, immanquablement, parfois, ils sont les porte-parole de leur commune, les représentants d'intérêts de leur commune, ce qui pose des difficultés réelles quand il s'agit de mettre en place des réformes communautaires. Vous citiez l'exemple des déchets ménagers. Mettre en place une réforme des ordures ménagères, baisser le rythme de la collecte, lorsque l'esprit communautaire a du mal à infuser, c'est quand même pas simple. C'est même extrêmement compliqué, parce qu'on regardera toujours comment le voisin il est desservi, combien de collecte, est-ce que c'est en porte-à-porte, etc. Est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'en termes de gouvernance, il n'y a pas des réflexions à mener, y compris d'évolution législative, pour que la gouvernance d'une intercommunalité puisse, alors sans contraindre à l'esprit communautaire, ce sera toujours compliqué, mais en tout cas faciliter
Je pense à la conférence des maires qui, audition après audition, on en parle et je trouve que les réponses tentent à converger pour dire que ça fonctionne modérément, ou en tout cas que la plupart des intercommunalités ne se saisissent pas de la possibilité de la faire tourner, faute peut-être d'ailleurs d'avoir une vraie effectivité législative dans ce qu'elle peut décider. Est-ce que si on avait une conférence des maires qui représente vraiment les intérêts des communes, avec un pouvoir décisionnel d'opposition parfois à certaines réformes, et une instance communautaire qui soit vraiment le lieu de l'expression du débat communautaire, et encore plus le bureau communautaire, ce qui théoriquement se définit au moment du pacte de gouvernance qui, je crois, dans les 6 mois de l'élection peut être défini. Est-ce qu'on n'aurait pas là une solution? Alors, il y a eu d'autres débats pour essayer de saisir la question de l'intérêt communautaire. Je dis pas d'ailleurs, je précise quand je vais soulever 2 éléments que je partage nécessairement, mais il y a quand même la question du mode d'élection. Vous avez parlé du fléchage. Est-ce que le fléchage en tant que tel peut être source d'intérêt communautaire? Et puis il y a eu un débat qui s'est un peu éteint, mais il y a 3 ou 4 ans, porté par certains sur le fait de se dire est-ce que l'intercommunalité ne doit pas être une collectivité territoriale à part entière pour asseoir sa légitimité. Je ne dis pas, je m'empresse de le dire pour les collègues que je partage nécessairement ce point de vue, mais il y a quand même un moment où poser la question, c'est sans que ce soit ça la réponse. Une façon quand même de soumettre au débat le fait que l'intercommunalité ne peut pas être simplement un pacte d'actionnaires, de communes qui soient juste actionnaires et qui attendent une valeur ajoutée, un retour en fonction de ce qu'elles ont contribué. Moi, je crois, pour le coup, un peu différemment de ce que vous avez dit, qu'une intercommunalité doit être une confédération de communes. Mais quand même, on a souvent des débats qui ramènent sur le fait, je donne tant, je dois récupérer tant. Et pourquoi l'autre, il a eu plus que moi? Et je crois quand même que la question mérite d'être posée, peut-être avec des diversités de réponses, mais que se dire un EPCI n'est pas simplement le lieu où on attend un retour sur investissement et où on est le représentant de sa commune dans un ensemble qui doit porter des projets qui sont en réalité des projets déterminants pour l'avenir des territoires. Je vous remercie. Merci, monsieur le sénateur. La première question que vous posez est celle de l'instauration d'une certaine façon, et je comprends que vous la posiez de là où vous êtes, d'un bicaméralisme intercommunal. Avec d'un côté le conseil communautaire et de l'autre la conférence des maires. Ce qui est certain, c'est qu'un des moyens, à ma connaissance, au regard des dialogues que j'ai pu avoir avec nos adhérents, un des moyens pour lutter contre ce sentiment d'abandon, de dépossession, c'est la conférence des maires. C'est la conférence des maires où chaque commune, pour le coup, quel que soit son poids démographique, dispose d'une voix qui vaut celle de la commune centre. Et donc, nous n'avons pas véritablement de religion parce qu'encore une fois, il y a une grande diversité des situations, mais que le rôle de la conférence des maires puisse être stabilisé, mieux défini, et qu'il permette une expression concrète dans la gouvernance et la définition prioritaire des politiques prioritaires de l'intercommunalité, qu'elle ait ce rôle reconnu, je pense que c'est souhaitable. Je pense que c'est éminemment souhaitable, tout en précisant que c'est là où il faut savoir faire de la dentelle, et c'est compliqué avec un texte qui a vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire national. Encore une fois, il faut laisser l'intelligence et la responsabilité locale s'exercer. Mais en tout cas, je ne peux que partager l'idée que si on est dans une logique d'intercommunalité, je vais répondre à la deuxième partie de votre question, il faut qu'il y ait une expression des communes. C'est la raison pour laquelle je ne crois absolument pas, et ce n'est pas une revendication de la PVF, à l'idée qu'il faille porter le chantier de l'élection au suffrage universel direct et indépendant des élections municipales des représentants à l'interco, parce que si on voulait renforcer ce sentiment, à la fois que les communes sont dépossédées et qu'on crée encore une strate de plus de gestion, il faut qu'on aille vers des collectivités territoriales de plein exercice pour les intercommunalités. Moi, je crois beaucoup
au fait que l'intercommunalité peut être une source de création de consensus, d'efficacité de l'action publique locale et d'intelligence collective. Ça veut dire qu'il faut qu'on permette aux intercommunalités d'être le lieu de l'émergence du consensus, de l'apprentissage du fait qu'il vaut mieux chasser en meute que chasser isolément dans l'intérêt de son territoire. Il faut qu'on soit véritablement dans une logique de coopération intercommunale. Si on est dans l'élection au suffrage universel direct, déconnecté, on va politiser au sens partisan tout ça, beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui. Et on va créer de la conflictualité, nécessairement, là où, globalement, les intercos sont quand même, selon leur degré de maturité, selon les personnalités qui sont en place aussi, mais en situation de créer du consensus dans l'intérêt du territoire par-delà les clivages partisans. Donc moi, je pense que ce serait un recul dans la maturation du fait intercommunal. Après, je peux vous parler d'expérience, et la mienne et de celle d'autres collègues aussi. Je parlais de maturation progressive. Moi, l'intercommunalité, je la connais depuis plus longtemps que les élus qui ont intégré des intercommunalités en application de la loi NOTRe, puisque j'appartiens à une communauté d'agglomération qui a été créée en 2003 sur la base des lois Chevènement-Voynet. Il est évident qu'au moment où alors là, je n'étais pas en responsabilité à l'époque, mais je suis maire depuis 2008, donc je commence à avoir un peu de bouteille dans le fonctionnement intercommunal. Et j'ai vécu une agglo naissante, puis la fusion au titre de la loi MAPTAM de deux communautés d'agglomération qui s'est faite dans une relative douleur. Il est évident qu'au moment où elle a été créée, l'Interco, c'était, et puis au regard d'ailleurs de la philosophie du personnel politique local, c'était une structure nouvelle qui avait un bonus de DGF et une capacité d'endettement. Donc très clairement, monsieur le sénateur, à la naissance de l'intercommunalité à laquelle j'appartiens, on était dans le pacte d'actionnaires. Voilà. Et l'intercommunalité étant en capacité de financer dans chacune des communes membres des investissements qu'isolément chaque commune ne pouvait pas se payer. Ça, c'était l'année zéro. Et cette année zéro, elle s'est prolongée, j'allais dire, pendant une petite dizaine d'années. Et puis, parce que des compétences doivent s'exercer obligatoirement, parce qu'un certain nombre de besoins nouveaux ont émergé, parce que des obligations nouvelles ont pesé sur les intercos, je pense par exemple au plan climat, air, énergie territorial, eh bien, il a bien fallu que nous nous saisissions d'autres choses que d'intérêts strictement communaux à l'échelle de l'intercommunalité. Et progressivement a émergé chez nous, alors que franchement on n'était pas en pointe, cet esprit communautaire dont je ne peux aujourd'hui que me féliciter et qui transcende très largement les clivages partisans. Donc tout ça pour vous dire que on est dans un processus vivant, humain, et que comme tout processus vivant et humain, il a besoin de suivre son cheminement, et que progressivement, j'en ai la conviction, ce qui relève aujourd'hui du pacte d'actionnaires, parce que nécessité fait loi, parce qu'il y a aussi une raréfaction des crédits publics, c'est de plus en plus difficile de gérer chacun isolément, et que dans le même temps, on s'aperçoit que pour tirer son territoire vers le haut, il faut le tirer collectivement. Je pense que il faut laisser leur chance aux intercommunalités, quoi. Voilà. Merci. Question suivante, la présidente Cukierman. Oui, désolé, je reprends la parole, monsieur le maire. Je vais essayer de traduire avec élégance la réaction que j'ai eue sur vos propos sur le transfert de compétences. D'abord, je vais vous mettre à l'aise, et c'est peut-être d'ailleurs mon malaise, vous n'êtes pas le premier représentant d'associations de collectivités à dire cela. Et ce qui me fait un malaise, c'est que j'ai beaucoup de respect, je crois comme nous tous ici, pour l'engagement politique, et donc nous en avons tous. Et je crois beaucoup en la démocratie, donc en la capacité finalement à élire des gens. Et nous le savons tous, il y a les temps de campagne, il y a les campagnes heureuses, celles qui se terminent quand nous sommes élus, et il y a les campagnes malheureuses, celles quand nous sommes battus. Mais parce que nous sommes en démocratie, nous devons avoir un double objectif. Et vous n'en pointez toujours qu'un seul. Quand je dis vous, c'est l'ensemble, parce que vous n'êtes pas le premier, je vous le disais, à évoquer ce problème. Bien évidemment, il y a besoin de continuité des politiques publiques pour pouvoir faire société, faire avancer un pays, un territoire. Cependant, on peut aussi accepter tout de même qu'il y a parfois des changements liés à des choix politiques différents.
et sans insolence là encore, mais je ne doute pas que si demain la majorité du conseil départemental de l'Essonne venait à changer, il y aurait des ruptures avec un certain nombre de politiques menées actuellement par la majorité actuelle. Et donc, non mais je le dis parce que, en fait, et j'entends bien dans vos propos, mais vous nous l'avez dit, vous avez la vision fédéraliste, vous permettrez plutôt une vision souverainiste. Je pense que quand chacun a la force de son émancipation, on fait mieux avec l'autre. Et justement, ce n'est pas qu'une question de langage. Je suis marquée d'une chose, c'est qu'aucun d'entre vous n'évoquait la question du statut de l'élu. Vous avez à plusieurs moments et à travers de très nombreux exemples, et qu'on connaît tous et qui donc sont tous très justes, parler finalement du fait que la loi seule ne peut pas tout, que la question du fait intercommunal a été plus ou moins perçue d'ailleurs différemment à l'origine. Il en reste souvent des traces, des rancœurs, et que donc finalement ce qu'il manque aussi beaucoup, c'est du temps. Alors faut-il rendre obligatoire ou non le pacte de gouvernance? Personnellement, j'ai une contradiction à défendre la liberté des collectivités territoriales et à leur imposer, mais j'entends ce que vous dites. Mais je prends cet exemple-là. Demain, un nouveau texte rendrait obligatoire ces réunions-là que vous avez évoquées et dont je vois très bien l'enjeu et la nécessité. D'abord, je pense qu'il serait illusoire de croire que seulement quelques réunions feraient s'atténuer toutes les rancœurs, parfois d'ailleurs plus personnelles que politiques, qui peuvent exister dans une intercommunalité. Je redis ce que j'ai déjà dit, finalement, l'intercommunalité, on l'aime quand on est dans l'exécutif vice-président et on trouve qu'elle ne fait pas assez quand on n'y est pas. Qui est une règle, à peu près toutes couleurs politiques confondues. Mais si elle est devenue obligatoire, par exemple, les communes que vous représentez, vous le savez bien mieux que moi, la vraie difficulté des maires des petites villes, c'est la question de la disponibilité et de la compatibilité d'un mandat avec une activité professionnelle qui demeure obligatoire, sauf à avoir un autre mandat. Et donc parfois une crispation qui s'exprime, y compris au sein d'un conseil communautaire. Pourquoi est-ce que dans un conseil communautaire, c'est pas que des questions d'argent justement, pourquoi est-ce que parfois dans un conseil communautaire, on s'exaspère du fait que seuls les élus de la grande ville décident? Mais parce que, et je vais le dire moi très tranquillement, dans la métropole de Saint-Étienne, vous êtes adjoint à la ville de Saint-Étienne, vous avez une indemnité, vous êtes vice-président à l'exécutif de la métropole, vous avez une indemnité, vous touchez un salaire de parlementaire. Votre vie, c'est pas tout à fait la même qu'un maire d'une commune de 5-6 000 habitants, quand on touche un quart. Non mais voilà, et c'est quoi, je dis, c'est pas grave, moi je suis pour qu'on augmente les indemnités de tout le monde, donc j'ai aucun problème. Donc voilà, il me semble quand même qu'il y aurait intérêt, si je peux me permettre, comme j'entends que vous êtes quand même un fervent défenseur du fait intercommunal, mais bon, en 2015 vous étiez parlementaire, moi également, je crois que nous n'avons pas fait le même vote sur la loi, donc je le comprends et je le respecte, mais que les associations peut-être d'élus auraient intérêt aussi à porter l'exigence de ce statut de l'élu, parce qu'il est aussi une des clés, je ne dis pas que c'est la seule, je pense à ce qu'en donnant du temps et de la capacité à faire ensemble, un certain nombre de ce qui ont pu être appelés des irritants, en tout cas, s'atténuisent, voire pour certains disparaissent, même si pour une grande partie, je pense que seul le temps, l'histoire et la bonne volonté fera qu'il nous restera à nous, parlementaires, finalement, à légiférer que sur des temps qui parfois sont des cas particuliers, mais qui font que, bah oui, quand les êtres humains ne s'entendent pas entre eux, la loi vient régler pour que l'on puisse bien vivre entre nous, quoi. Voilà, c'était un peu une réflexion, mais vous m'aurez compris qui vous titille un petit peu. Oui, et je vous en remercie. Alors d'abord, je ne remets pas du tout en cause les prérogatives qui sont celles du Parlement. Ce que fait la loi, une loi peut le défaire, je n'ai pas de problème avec ça. En revanche, j'ai une opinion sur ce que fait la loi et ce qu'elle défait. Et vous comme moi, on a à cœur de nous exprimer sur ce qu'on pense. Le statut de l'élu, alors je comptais y venir dans ma conclusion, mais c'est évidemment sur le fait intercommunal comme sur le reste, un immense sujet. Pour ce qui concerne la PVF, et je propose à Emma Chenilla, donc la conseillère de la PVF, qui est connectée, qu'elle adresse aux membres de votre commission, vous les avez sans doute déjà reçues, mais nos préconisations anciennes, nos revendications en matière de statut de l'élu, qui ne portent pas que d'ailleurs sur le régime indemnitaire des élus, même s'il est assez déterminant, et singulièrement, je dois le dire, pour les élus des communes que nous avons vocation à représenter, puisqu'en fait, nous représentons les strates de population dans lesquelles il n'y a pas eu de mouvement sur les indemnités des élus
depuis très très longtemps. On a augmenté avec la loi engagement et proximité les indemnités, c'était parfaitement légitime des élus des plus petites villes. Les élus des grandes villes ont vu, c'était à la belle époque du cumul mandat parlementaire-maire, en tout cas alors que cette époque s'achevait, les élus des grandes villes ont vu leurs indemnités augmenter. Il y a un trou noir, hein, voilà. Et pour celles et ceux qui ont fait le choix de s'investir pleinement dans leur mandat, de renoncer à leur vie professionnelle, c'est mon cas, pour se consacrer exclusivement à l'exercice de leurs tâches publiques, regardez l'érosion, voire même l'effondrement du pouvoir d'achat, simplement basé sur les indemnités. Évidemment, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent. Mais l'érosion du pouvoir d'achat des élus des strates que nous avons vocation à représenter, c'est pas de l'érosion, c'est de l'effondrement. Donc il y a évidemment, au-delà d'ailleurs du seul champ indemnitaire, il y a évidemment des revendications anciennes que nous portons avec force sur le statut de l'élu. D'ailleurs, le gouvernement serait bien inspiré de les traiter avec force avant le renouvellement municipal de 2026. Pour le reste de votre intervention, alors je précise que j'étais parlementaire, oui, comme vous, en 2015, mais que je m'étais prononcé, parce que j'essaie de ne pas me découper en tranches, contre mon groupe parlementaire à l'époque, pour ce qui concerne notamment l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires, avec exactement les mêmes arguments. On est en train d'essayer de se mettre d'accord entre nous, n'allez pas créer de la conflictualité. Voilà. Là où globalement du consensus a tendance à vouloir émerger. Et faisons le pari de l'intelligence collective et de l'intelligence territoriale. Après, et c'est pour ça que je commençais mon propos là-dessus, je crois encore une fois au fait de la décentralisation. Donc ça veut dire que quand la loi exige de nous un certain nombre de choses, il faut nous en saisir. Et que, pardon de le dire aussi brutalement que je le pense, je partage complètement le diagnostic, enfin le regard qu'on peut avoir sur l'interco selon qu'on appartient à l'exécutif ou pas, ça c'est évident, et je pense qu'on n'arrivera jamais à contrarier ce sentiment-là. Pour autant, j'ai tendance à avoir un jugement extrêmement négatif, et pour l'avoir vécu dans mon intercommunalité, je sais de quoi je parle, sur le fait que des rancœurs personnelles, à un moment, paralysent le fonctionnement d'une intercommunalité. Et c'est là que nous avons une responsabilité collective dans le fait et individuelle, dans le fait qu'à partir du moment où nous sommes en situation de responsabilité, il y a quelque chose qui s'appelle l'intérêt général qui passe avant l'expression de nos inimitiés, quoi. Voilà. Mais c'est la nature humaine. Moi, je suis assez frappé du fait que ces inimitiés, ces rancœurs, ces absences de volonté d'avancer ensemble, elles sont parfois criminelles, hein. J'exagère à peine la situation, mais alors, il se trouve que je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous décrire l'état de ma pensée, je vous parle aujourd'hui du siège d'un établissement public d'aménagement et de gestion des eaux que j'ai l'honneur de présider, qui s'appelle le SIAGE, et qui est compétent notamment pour la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations, sur tout un bassin versant. Je suis président depuis 2020. Il se trouve que le périmètre du syndicat a été défini avant que je ne devienne président par mon prédécesseur et avec l'ensemble des acteurs du territoire. Nous étions autrefois compétents sur 18 communes, nous le sommes désormais sur 120 à l'échelle de 3 départements. Sur l'échelle qui est pertinente, c'est celle d'un bassin versant. C'est-à-dire que quand on me demande de lutter contre les inondations, j'ai la chance de m'appuyer sur un outil qui gère les inondations sur le périmètre pertinent, c'est-à-dire là où tombe l'eau et là où il faut la gérer. Il n'y a en Île-de-France, pour parler de la seule Île-de-France, il n'y a que 2 épages, il n'y a que 2 établissements qui sont assis véritablement sur un bassin versant. Et ça, ce n'est pas du fait de la loi. Que la loi, elle nous incite à créer des établissements sur les échelons pertinents. C'est parce qu'il y a plein d'endroits, et Dieu sait que le risque climatique va accroître notre besoin de capacité collective à répondre aux inondations, parce qu'il y a plein d'endroits où les acteurs locaux, alors qu'on leur donne la liberté de le faire, ne sont pas en situation, en volonté de s'organiser pour agir sur l'échelon pertinent. Et donc, tout ça pour vous dire que je pense que nous avons à être, au-delà de désaccords qui peuvent exister, de conception, etc., mais nous avons collectivement à être
exigeants vis-à-vis de nous-mêmes. Et là, je parle des élus locaux, parce que nous avons la fâcheuse tendance à critiquer la loi pour marquer, d'ailleurs vous l'avez dit, hein, on cherche que la loi règle des problèmes d'inimitié. Ben, la vérité, c'est qu'il y a la loi et puis l'humanité, et que la loi ne rend pas responsable des irresponsables. Et donc il faut qu'on soit collectivement exigeant. C'est pour ça que je crois au fait intercommunal. C'est qu'il nous appelle à nous élever d'une certaine façon. Et je pense qu'il faut qu'on le réaffirme aussi avec force. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois point. Si. La question va peut-être vous paraître hors sujet parce que je vais revenir sur votre fonction actuelle. Vous êtes vice-président de l'Association des petites villes de France. J'aimerais connaître le sens que vous donnez à votre action en parallèle à l'Association des maires de France. Et si je vous pose la question, c'est parce qu'il y aura un lien avec l'intercommunalité tout à l'heure. Oui, oui. Alors, historiquement, les élus ont fait le choix, les élus communaux ont fait le choix de s'organiser au-delà de l'AMF, qui a vocation à représenter l'ensemble des communes de France dans leur immense diversité, pour défendre des points de vue particuliers qui, du fait de la configuration géographique, du fait des spécificités de leur territoire, ces communes avaient en partage. Il existe la PVF, comme il existe l'Association des maires ruraux, comme il existe l'Île de France, France urbaine, l'Association des communes littorales, des villes touristiques, des villes de montagne, etc. Parce qu'il est utile que des communes qui partagent les mêmes problématiques, au-delà de l'AMF qui a une vocation très généraliste, puissent porter leur singularité et leurs revendications propres. Ça, c'est une réponse très policée et institutionnelle que je vous fais. Et qui n'en demeure pas moins que n'enlève rien à la sincérité de mon propos. Si ensuite je m'exprime à titre personnel sur mon parcours, puisque c'est là-dessus que vous m'interrogez, je ne me reconnais pas dans la politisation de l'AMF. Je ne peux pas être plus clair. Dans la politisation quoi de l'AMF. C'est-à-dire que c'est-à-dire que bien souvent, je veux dire, avant que l'AMF ne se saisisse d'un sujet, je suis généralement en capacité donc qu'elle soit censée en débattre, je suis généralement en capacité de deviner ce que sera la position de l'AMF. Ok, non, mais si je vous posais cette question, c'est parce qu'à un moment donné, avec un ami qui était également président du conseil départemental, on avait envisagé de créer l'association des intercommunalités de moins de 50 000 ou de moins de 80 000. On n'avait pas arrêté les choses, de sorte qu'on ait... parce qu'on n'avait pas le sentiment, ni lui ni moi, d'être entendu, ou du moins que nos problèmes soient pris en compte dès lors où on participait à l'Assemblée des communautés de France, à l'époque, qui est devenue Intercommunalité de France depuis. Et c'est pour ça que je vous pose la question, parce que s'il y a un réel intérêt pour les petites villes de France à avoir leur structure, je crois qu'il y aura un réel intérêt pour les communautés de communes de moins de 50 000, moins de 80 000, eh bien, d'avoir leur propre structure, parce que je pense que les problématiques ne sont pas du tout de même nature entre ma communauté de communes de Champagnole-Nozores-Jura et la communauté d'Aglo ou la métropole de Grenoble, quoi. Donc c'est pour ça que je crois qu'on devrait aussi penser à inciter certains à se lancer dans l'aventure, de sorte que naissent ces structures qui pourront être des interlocuteurs de premier plan pour nous. En tout cas, monsieur le sénateur, merci pour votre question. Et je crois pouvoir vous dire, après maintenant quelques années d'expérience dans la gouvernance de la PVF, que je m'y sens utile. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je vous en prie. Bonjour monsieur, je vous écoutais avec attention, on parle de communes, d'intégration et j'ai beaucoup de retours par rapport à mes collègues de petites communes. C'est vrai qu'ils se sentent, comme disait ma collègue, pas forcément intégrés dans l'interco s'ils ne sont pas autour de la table dans l'exécutif.
Après, c'est aussi au niveau du nombre de représentants. Si vous êtes une commune assez importante, vous avez tant de représentants, de délégués communautaires. Pour vous, est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent d'associer du fait que les petites communes, souvent c'est le maire, qui siège à l'Interco, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité, enfin je ne sais pas comment vous voyez ça, de rajouter un membre supplémentaire? Est-ce que ça ne serait peut-être une réponse par rapport à leur manque que je comprends, parce que quand il s'agit d'être présent, alors je ne parle pas des indemnités, mais d'être présent lors des réunions et surtout dans les commissions, c'est compliqué de se partager, d'être à plusieurs endroits. Et c'est déjà compliqué pour les communes qui ont 2 ou 3 représentants, 2 ou 3 délégués communautaires. Alors, honnêtement, je ne suis pas sûr d'avoir une réponse ferme à votre question, parce que ou bien on renforce le rôle de la conférence des maires, ce qui est de nature d'ailleurs à véritablement ancrer dans une logique de coopération intercommunale le PCI, ou bien on renforce la représentation des plus petites communes au risque de contrarier le principe d'équité de représentation, hein, parce que ça pose des difficultés, à mon sens, d'ordre peut-être constitutionnel même, ou bien on renforce la présence des petites communes dans les organes délibérants, au risque d'être confronté aux difficultés qu'évoquait la présidente tout à l'heure, c'est-à-dire que le problème de disponibilité, je vous avoue ne pas avoir... votre question me perturbe. Pardonnez-moi de vous le dire aussi franchement que ça, mais je pense que c'est peut-être autour de la conférence des maires véritablement. En tout cas, la capacité de chaque maire à être effectivement représenté dans le cœur du réacteur du fonctionnement de l'intercommunalité, qu'on a des réponses à trouver. Alors, il y a eu des progrès permis par la loi de 2019, notamment le fait qu'un élu d'une commune puisse représenter sa commune au sein des commissions, alors même qu'il ne serait pas conseiller communautaire. Je crois que là aussi, c'est laissé à la liberté des intercos, mais voilà, qu'on permette en tout cas une juste représentation, notamment dans le travail en commission, une représentation effective dans le travail en commission de chacune des communes, ça me paraît de bonne politique. Mais je ne suis pas certain qu'il puisse y avoir une seule et unique réponse facile, évidente à ce sujet-là. C'est vraiment la conception de la gouvernance et la façon dont, à l'échelle de l'intercommunalité, on appréhende la création du consensus autour d'un projet de territoire, pour moi, qui est assez fondamental. Et vous disant cela, pour mettre tout le monde à l'aise et savoir d'où je parle, moi, je suis le maire de la plus petite commune de mon intercommunalité. Je n'ai que 2 représentants au sein du conseil communautaire sur 56. Je suis issu de la gauche, la majorité, très largement, la majorité politique de l'intercommunalité est à droite. Et je suis vice-président chargé des finances et du développement durable. Je veux dire, voilà. Et donc, parce qu'on a créé quelque chose ensemble. Merci, Monsieur le Président. Nous devons libérer la salle. Il me reste à vous remercier et à vous rappeler également que votre association peut toujours répondre au questionnaire qui vous a été envoyé si d'aventure vous pensez ne pas avoir tout dit de ce que vous savez. Merci beaucoup. Ce sera fait, Monsieur le Président, avec les transmissions des propositions sur le statut de l'élu local. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Bon après-midi.